tout de suite recevoir l'invité de la matinale. Il s'agit de Monsieur Ali Mahmoudi, directeur général des forêts. Monsieur, bonjour, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc l'Algérie, à l'instar des autres pays, a célébré le 2 février dernier la journée mondiale des zones humides. Donc une journée qui rappelle aussi le traité Ramsar signé par 169 pays, dont notre pays aussi. Donc c'était en 1971, je crois. C'était le 2 février. Alors aujourd'hui, quel bilan pouvons-nous établir de nos zones humides ainsi que des espèces qui renferment donc ces espaces naturels, Monsieur Mahmoudi? Merci à vous. Bonjour à tous les téléspectateurs. Donc, je commencerai par donner une rétrospective par rapport à la situation des zones humides de par le monde pour dire qu'il y a une alerte qui est donnée puisque nous enregistrons une régression de l'ordre de 35% entre l'année 1970, date à laquelle on a pensé à la convention de Ramsar, et 2015. Donc un bilan catastrophique a été élaboré par les instances internationales où ils se sont prononcés sur une régression de l'ordre de 35% pour les zones humides naturelles. Donc pour vous dire que c'est 3 fois plus que la régression des espaces forestiers. Donc c'est une régression qui est due certainement au changement climatique que connaît aujourd'hui la planète. Il y a un peu les changements climatiques, il y a un peu dans les pays pauvres l'assèchement de ces zones humides pour faire de l'extension des terrains de culture. Il y a aussi des terrains de culture qui sont faits autour des plans d'eau qui pompent les eaux. Donc, ils doublent un peu l'effet des changements climatiques. À côté de ça, de gros efforts sont faits par les différents États par rapport à la mobilisation des eaux de surface. Donc, nous enregistrons quand même un accroissement des zones humides artificielles, comme les plans d'eau de barrage, les retenues. Et la totalité représente 12% des zones humides de la planète. Pour revenir chez nous, donc la convention, comme vous l'avez si bien précisé, a été signée à Ramsar, une ville iranaise, en 1971, exactement le 2 février. Notre pays l'a ratifié une dizaine d'années après, en 1982. Et en 1984, nous avons vu les 2 premiers sites algériens classés d'importance internationale. Ce sont le lac Tonga et le lac Oubaïra qui relèvent tous les deux du parc national d'El Qala à l'extrême est du pays. On va rappeler, Monsieur Mahmoudi, que l'Algérie recèle 50 sites et plus de 1400 zones humides qui dessinent une grande diversité paysagère, n'est-ce pas? Nous y arrivons, madame. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons réussi à classer une 50aine de sites qui couvrent une superficie de l'ordre de 3 millions, ce qui fait que notre pays se retrouve premier à l'échelle africaine. Et par rapport à ce critère, je vous raconte une anecdote. En 2003, j'ai eu à représenter l'Algérie au Congrès mondial des parcs nationaux qui a eu lieu à Durban, en Afrique du Sud. Et comme événement parallèle, il y avait le Fonds mondial pour la nature, le WWF, qui avait organisé une cérémonie de remise de prix aux pays qui avaient fait des efforts par rapport au classement dans cette catégorie d'aires protégées. Eh bien, croyez-moi que j'ai été appelé en premier puisque nous détenons la tête des pays avec 3 millions d'hectares. On devançait le Madagascar qui est lui-même une zone humide entière. Et nous sommes suivis de près par le Soudan. Et le Soudan, pour la précision, seulement 2 zones humides qui couvrent à peu près 2 800 000 hectares. Donc les efforts vont continuer. Beaucoup de sites algériens méritent d'être revêtus de ce statut. La Direction générale des forêts s'efforce à présenter les documents, surtout que depuis octobre 2018, date de la COP, par rapport à cette thématique, l'Algérie a été désignée justement par rapport à cet effort comme représentante des pays d'Afrique du Nord, les 6 pays, donc l'Égypte, la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie, donc les 6 pays d'Afrique du Nord. C'est nous-mêmes qui allons les représenter dans la convention de Ramsar jusqu'à 2021.
Très bien, Monsieur Ali Mahmoudi. Quelles sont dans ce cas-là les conditions et les critères de cette classification par les instances internationales? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'un site soit classifié? Donc, il y a un certain nombre de critères. Le site n'est pas obligé de répondre à la totalité des critères. Il y a un minimum de critères, notamment l'étendue de l'air proposé au classement. La qualification, puisque vous savez, il y a une diversité très très importante de sites qui sont proposés. En Algérie, par exemple, on a les cours d'eau, on a les marais, on a les gueltas dans le sud, on a les oasis, on a même tenté de proposer des fougaras. Donc il y a une grande diversité. Il faut que le site soit fréquenté par un minimum d'aviphones, donc d'oiseaux, qui soient migrateurs ou nicheurs. Et qu'en est-il justement des espèces? Elles sont aussi en régression, Monsieur Mahmoudi? Justement, je vais vous décliner dans un moment le résultat des dénombrements effectués à la mi-janvier 2018. Et là, nous avons justement, on vient d'éditer une revue qui est réservée spécialement au réseau national d'observateurs ornithologiques, qui sont actuellement au nombre de 700. Qui se retrouvent dans 47 wilayas. Malheureusement, il y a la wilaya de Tamanrasset qui n'est pas couverte, faute de ressources humaines. Nous n'avons pas d'observateurs spécialisés. Et la revue de cette année, donc, elle est composée de deux grands chapitres. Le premier chapitre, donc, il nous décline les résultats du dénombrement des oiseaux effectués dans une moyenne de 360 sites répartis dans 47 wilayas. Et un second article a été dédié à une espèce de vautour qui est en déclin, c'est le vautour percnoptère, où on l'appelle communément en kabyle Isri. Donc c'est un vautour dont les effectifs commencent à subir des régressions. Enfin, à l'intérieur, on parle aussi de certaines espèces qui commencent à devenir envahissantes, à l'image du héron garde-bœuf. Donc le téléspectateur remarque le long des routes, sur de gros arbres, des colonies d'oiseaux blanchâtres. Et cela, c'était à l'origine des oiseaux migrateurs. Mais malheureusement, avec la multiplication des décharges et autres dépotoirs chez nous, il est devenu sédentaire et il commence même à provoquer des perturbations dans certains sites agricoles. Voilà, donc le recensement nous a donné à peu près 350 000 oiseaux qui ont été dénombrés. Ces 350 000 oiseaux appartiennent à environ 16 familles, 75 espèces. Et je disais donc dans 358 sites que le dénombrement a été fait. Et il a touché donc parmi les 50 sites classés 45. Malheureusement, on n'a pas pu faire les 5 autres sites qui sont un site, c'est Afilel et Escaresen, 2 sites de Tamanrasset. Comme je disais, Tamanrasset, malheureusement, nous sommes démunis en ressources humaines. La grotte de Gharbou Maza dans la wilaya de Tlemcen, c'est une grotte, elle n'est pas fréquentée par les oiseaux, malgré qu'elle soit classée comme zone d'importance internationale. Les îles de Reshgoun au niveau de Timouchent. Et là, c'est surtout le goéland, le coffet et autres espèces marines qui fréquentent ce genre de site. Et enfin, une oasis dans la région d'Adral, c'est l'oasis de Ouled Saïd. Voilà, parmi la cinquantaine érigée en zone d'importance internationale. Très bien, Monsieur Mahmoudi, vous venez de parler d'espèces envahissantes, d'autres en voie de disparition, ouais, ou qui se font extrêmement rares. Quel plan d'action justement établi dans le cadre de la stratégie nationale pour la conservation des zones humides, établi justement par votre département à l'horizon 2030-2035? Merci pour cette question, puisque vous me ramenez à parler de la stratégie nationale sur les zones humides, que le secteur a réfléchi avec la participation de la totalité des secteurs en 2015. Nous l'avons publié en 2016. Donc ça nous a permis d'abord de faire un inventaire exhaustif de ces zones humides. Nous sommes arrivés à dénombrer 2375, dont 2056 naturels, et le reste c'est des plans de barrages ou de retenues qui sont au nombre de 319. Donc de gros efforts ont été faits par la Direction générale des forêts par rapport à cette thématique, puisque nous sommes le point focal de la Convention de Ramsar.
Donc, le premier effort, c'est l'effort de classement. Nous sommes à 50 sites de classés et beaucoup reste à faire. Notamment, je reviens de Khanchla, puisque cette année, nous avons été... La célébration s'est faite là-bas. La célébration officielle du 2 février a été faite au niveau de la wilaya de Khanchla. Pourquoi Khanchla? Puisque c'est une région, si vous voulez, située entre deux grands climats très très contrastés, donc la région sud et la région nord. Donc c'est une wilaya qui dispose d'une dizaine de zones humides, dont 9 artificielles et seulement une. Et vous disiez tout à l'heure que notre ministre de la Santé allait inaugurer un hôpital. Je suis très content pour les populations qui nous avaient réservé un très chaleureux accueil et qui sont prêts à nous accompagner dans la préservation de ce site, puisque c'est un site qui est à peu près, qui s'étend sur 800 hectares et en période extensible à 2000 hectares en zone inondable. C'est un site où nous enregistrons la présence du flamant rose, de la sarcelle marbrée et même le passage de l'iris mature à tête blanche. Donc, qui est une très très belle wilaya frontalière. Vous vous rappelez, Monsieur Mahmoudi Ali, il y a quelques mois, vous êtes passé avec nous sur ce plateau. On a beaucoup parlé des investissements touristiques autour, pas tout à fait autour de certains sites forestiers comme celui-ci. Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens, justement? Justement, par rapport à ce site, on a été surpris par la présence d'une étude qui a été élaborée par nos collègues du ministère de l'Environnement. Donc ils ont essayé de faire un inventaire exhaustif, que ce soit de l'avifaune ou de la flore aquatique qui se trouve au niveau autour de ce lac. Donc ils nous ont signalé des espèces fourragères comme la triplex, des espèces qui supportent le sel comme le tamarix et beaucoup d'espèces d'oiseaux. Donc justement pour répondre à un certain nombre de critères de la convention de Ramsar et en définitive en matière de plan d'action, en plus des mesures de conservation. Donc il y a un égout qui déverse dans cette zone. La direction des ressources en eau a entamé la réalisation d'une station d'épuration. C'est tant mieux pour cette zone et qui va rentrer en activité au bout de 6 mois. Je vous rapporte ce qui est les propos du directeur des ressources en eau de la wilaya de Khanchla. Et l'étude prévoit une aire de récréation et de détente avec même quelques équipements d'hébergement. Donc ils ont prévu un plan qui épouse exactement les caractéristiques de ce site. Ça serait une très très bonne chose. En plus, donc Khanchla, qui est connu par sa destination thermale par rapport au Hammam Salihin, Inch'Allah, la daïra de Mahmel connaîtra aussi un essor en matière de tourisme à travers cette zone humide. Les potentialités et les atouts naturels dont elle recèle. Vous avez parlé de stations d'épuration. Justement, le lac de Reghaïa qui est confronté à peu près au même problème à cause de la zone industrielle située aux abords du lac de Reghaïa. Et dernièrement, les industriels ont été un petit peu forcés de mettre en place leur propre station d'épuration. C'est quand même un crime, je dirais, contre ces espaces naturels, Monsieur Mahmoudi. Merci, Madame, pour cette question qui est très pertinente parce que la comparaison, elle est très, très... Il y a une grande différence entre les deux zones. Celle de Mahmel, où les seuls rejets qui aboutissent, c'est des rejets domestiques, donc facilement traitables. Et donc la résilience, si vous voulez, est rapide. Elle pourrait être rapide à la différence de celle du lac de Reghaïa que nous aspirons ériger en réserve naturelle, puisque le dossier est au niveau de la Commission nationale. Vous nous avez suivis, on avait même ramené la station spécialisée dans ce domaine qui est la Tour du Vala en France, qui est financée par le mécène qui est décédé, c'est Luc Hoffman. Donc ils étaient chez nous il y a de cela 3 mois. On a signé un accord pour qu'ils nous accompagnent à l'élaboration d'un plan de gestion et d'aménagement de cette zone. Et alhamdoulilah, donc la wilaya d'Alger, nous lui rendons un grand hommage. De gros efforts ont été faits en collaboration avec la direction des ressources de la wilaya d'Alger, le wali délégué de Rouiba qui suit de très très près les activités. Et beaucoup de monde ont été interpellés par rapport à ces zones, surtout par rapport à ce que nous avions vécu l'été passé. Vous avez vu par rapport
à la pastèque et au melon. Donc une alerte a été donnée par rapport à l'utilisation des eaux usées. Mais nous rassurons nos téléspectateurs, la résilience est progressive, elle se fait petit à petit, mais au jour d'aujourd'hui, le visiteur du lac de Réagaïa ne remarquera plus ces eaux ocre et qui dégagent des odeurs nauséabondes. Donc il y a des ouvertures puisque l'écluse a été rénovée. Donc il y a des lâchers progressifs qui sont faits de telle manière à assurer le renouvellement des eaux. À l'amont, donc, il y a des stations d'épuration, comme vous venez de le signaler. On a obligé toutes les unités industrielles soit à s'équiper de stations, soit à se constituer en groupement pour faire des stations communes. Et je pense qu'un avenir meilleur attend cette zone humide. Il y a certaines associations de préservation de l'environnement qui réclament carrément la délocalisation de la zone industrielle. À votre avis, à long terme, est-ce que cette demande pourra aboutir ou elle est juste utopique? En tout cas, bon, dire utopique, non, rien n'est impossible dans notre pays, surtout avec l'extension que prend la capitale. Donc, ces terrains-là pourraient être utilisés pour oui, la création d'activités propres ou de centres urbains qui seraient plus ou moins propres. Et l'industrie aussi, elle est indispensable pour l'économie du pays. Donc, soit on poussera tout le monde à prendre les mesures de préservation et donc de traitement de leurs eaux qui seraient dégagées, déversées plutôt dans ce plan d'eau, soit carrément nous sommes d'avis de ces associations si des terrains loin de toute atteinte à l'environnement seraient proposés à ces industriels. Tout à fait. En tout cas, ça donne une idée du facteur humain dans la participation de la dégradation de ces sites. On a parlé tout à l'heure des facteurs naturels. Et dans ce sens, qu'est-ce que vous prévoyez en matière de sensibilisation pour changer ces comportements, Monsieur Mahmoudi? Justement, donc, on a commencé à parler des efforts qui sont déployés par la direction générale. Donc, en plus de l'effort de classement, il y a 8 plans de gestion qui ont été faits pour ces 8 sites, 8 zones humides. Il y a 2 centres d'éducation à l'environnement spécialisés pour les zones humides qui sont opérationnels. Le premier, c'est celui dont nous venons de parler, c'est Réagaïa, donc qui accueille les écoliers pratiquement tous les week-ends et tous les jours fériés au niveau de ce centre pour leur inculquer certaines prescriptions en matière de préservation de l'environnement et pour qu'ils puissent voir constater de visu des espèces qui fréquentent ces plans d'eau. Le deuxième, donc ça, il a été réalisé dans le cadre du financement national. Un autre, dans le cadre d'un financement de coopération, c'est puisque nous l'avons réalisé au niveau du complexe de Garbès. D'ailleurs, le complexe de Garbès dans la wilaya de Skikda, on devait nous y rendre demain pour le lancement d'un projet le jeudi. C'est l'application des recommandations du plan de gestion avec un financement qui nous a été débrouillé par le PNUD, donc c'est le plan des Nations Unies pour le développement, c'est le PNUD Algérie, avec un grand partenaire à eux, c'est Coca-Cola. Pourquoi Coca-Cola? Parce que Coca-Cola, c'est les producteurs de boissons, donc un grand consommateur de l'eau. Voilà, donc c'est un projet de 300 000 $. Une façon de pollueur-payeur. Voilà, tout à fait. En tout cas, on aimerait voir beaucoup de projets ici touristiques autour de ces zones humides, des villages, pourquoi pas touristiques à Khanchla, des maisons d'hôtes, beaucoup d'excursions, beaucoup de sorties à destination des écoliers. En tout cas, il y a beaucoup à dire et à redire concernant votre secteur. Un dernier message pour les téléspectateurs qui nous regardent pour préserver ces zones humides, Monsieur Mahmoudi. Merci Madame. Donc comme on a déjà fait un appel par rapport à la préservation contre le plus grand fléau destructeur des massifs forestiers qui étaient les incendies, donc on avait fait appel aux populations. Dieu merci, une réponse favorable a été enregistrée puisque nous n'avons enregistré que 2372 hectares de pertes pour une moyenne de 800 départs de feu. Nous demandons
une fois de plus de gros efforts par rapport à la préservation de ces espaces qui sont vitaux par rapport au devenir de l'homme. Surtout, la thématique de cette année qui a été donnée par la Convention, c'est les zones humides et les changements climatiques. Il faut que le téléspectateur sache que ces zones humides jouent un très très grand rôle dans les changements climatiques. Juste un petit indicateur, les tourbières, comment dirais-je, bloquent plus de carbone qui est dans l'air que tous les massifs forestiers de la planète. Merci beaucoup, Monsieur Ali Mahmoudi. Je rappelle que vous êtes directeur général des forêts. Vous n'êtes plus un invité, normalement. Vous êtes un collaborateur de Canal Algérie. Merci. Merci d'être venu ce matin. Voilà, c'était l'invité de la matinale. Je vous retrouve demain. Radia, c'est à vous.